Écoutez, bienvenue à tous. Donc nous commençons cette réunion pour vous présenter un dispositif adopté dans le cadre du plan de relance par l'État en collaboration avec les partenaires sociaux. Donc on est plusieurs intervenants dans cette présentation du dispositif transition collective. Cette présentation, donc, elle s'adresse au cabinet référencé PCRH et qui accompagne les entreprises au quotidien dans leurs évolutions en termes de ressources humaines et qui pourrait être amené justement à proposer ce dispositif des transitions collectives, à repérer des entreprises qui seraient dans une situation à laquelle transition collective pourrait répondre. Donc je vais partager mon écran pour commencer cette présentation. J'espère que vous voyez bien mon écran. Les autres parties, ouais, c'est bon, parce que je ne vois plus le fil de discussion en partageant l'écran. Donc je vais vous laisser la main pour répondre aux participants. Et donc, je vais tout de suite laisser la main à monsieur Gillard de la DRETS maintenant, Oui. Anciennement Direct, enfin anciennement, pas si anciennement que ça, Depuis le 1er avant avril. Direct. Voilà, depuis le 1er avril. Donc, je vous laisse la main, monsieur Gillard, pour vous présenter et puis présenter Oui, le d'accord. dispositif. Très bien. Donc, je m'appelle Fabrice Gillard. Moi, je fais partie de la DRETS, hein, comme l'a indiqué M. Bourdin. Donc, la DRETS, c'est le nouveau nom de la Direct depuis le 1er avril. Voilà. Donc, la DRETS a notamment, alors pour faire extrêmement simple, associé la partie solidarité, cohésion sociale, qu'il n'y avait pas au sein de la Direct. Voilà. Donc, on va pas recommencer sur la présentation du dispositif Transco. Donc, c'est une disposition, c'est un rappel du dispositif, hein. Voilà. Donc, pour commencer, transition collective, c'est un dispositif qui a été co-construit avec les partenaires sociaux pour la partie France Relance, que vous avez sûrement tous entendu parler. Il permet donc notamment aux employeurs d'anticiper des mutations économiques dans leur entreprise, par exemple avec la GEPP, et également donc, de proposer aux salariés d'être accompagnés pour se reconvertir. Voilà, donc, il faut savoir que pendant la période de reconversion, la rémunération est maintenue et ça permet d'accéder à des formations certifiantes vers un métier surtout porteur dans le bassin, sur le territoire de l'entreprise actuelle. Voilà. Et ça permet effectivement de ne pas passer par une période de chômage, ce qui est quand même assez avantageux. Le point de départ de ce dispositif, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui permet donc de labelliser des plateformes et de définir des territoires pilotes, que je reviendrai sur la carte tout à l'heure. Et effectivement, le deuxième point d'entrée, c'est transition collective peut être portée aussi par des projets d'entreprise, avec des entreprises qui souhaitent entrer directement dans le dispositif, sans passer par les plateformes qui ont déjà été définies précédemment. Voilà. On peut passer sur la carte de la Bretagne. Voilà, donc ici, on va peut-être pouvoir l'agrandir. Voilà. Donc il faut savoir qu'en Bretagne, il y a 11 plateformes qui ont été sélectionnées. On a une carte ici qui représente les différentes plateformes. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, mais voilà. Donc, on voit qu'il y a également PSA, entreprise PSA, qui fait partie donc, de la partie transition collective. On voit donc également MEF de Vitré, Fougères Agglomération. Et il faut savoir que l'OPCO-EP fait également partie de transition collective pour 3 territoires. Donc, le pays de Morlaix, Lannion et Saint-Malo, comme on peut le voir actuellement. Voilà. Donc, je reviendrai si vous souhaitez plus tard, si vous avez des questions sur cette carte-là, vous pourrez les poser et on pourra y revenir plus tard si vous le souhaitez. Voilà. Monsieur Gillard, vous voulez que vous continuez Oui, sur cette... non, je vous laisse Ouais, la main très dans bien. ces cas-là. Je vous laisse la Non, main. mais comme vous voulez. C'est comme Comme ça. vous voulez, je voulais pas... Je vous la laisse. D'accord, très bien. Je me permets de redire pour les participants qui nous ont rejoints depuis le début que vos micros sont coupés, c'est normal, hein, on est en mode webinaire, mais vous pouvez poser des questions dans le fil de discussion
N'hésitez surtout pas à poser, toutes vos questions. On est là aussi pour vous répondre. Donc voilà. Donc sur le dispositif transition collective, comme disait monsieur Gillard, c'est un dispositif du plan de relance construit, enfin proposé par l'État et co-construit avec les partenaires sociaux. Et donc au niveau, régional, c'est, Transition Pro qui va, en gros mettre en œuvre financièrement ces projets, hein, en fin de parcours. Donc ce dispositif, il s'organise en 3 étapes obligatoires. Donc une entreprise qui, identifierait éventuellement des emplois menacés et qui, serait intéressée par ce dispositif de transition collective, devra dérouler les 3 étapes qui sont ici décrites. Donc une première étape avec la signature d'un accord GEPP. La deuxième étape en proposant aux salariés, on va y revenir, hein, sur chaque étape de façon très précise, hein. La deuxième étape en proposant aux salariés d'être accompagnés sur la construction d'un nouveau projet de reconversion et donc sur un conseil en évolution professionnelle. Donc voilà. Et la troisième sur la mise en œuvre des projets. Sur chacune des étapes, on va avoir des intervenants différents. Donc, Véronique Bouillot sur la question du dialogue social, sur la négociation de l'accord GEPP, qui est la première étape obligatoire dans le dispositif. Emmanuel Soyer de Catalyst pour les opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour parler un peu de l'accompagnement qui est proposé aux salariés. Et Transition Pro, nous, à notre niveau, pour parler de la mise en œuvre des projets. Donc sur la première étape de l'accord GEPP, très rapidement, avant de laisser la main à Véronique Bouillot de l'ARACT, le principe du dispositif, comme le disait monsieur Gillard, c'est une entreprise qui identifie des emplois menacés ou fragilisés dans sa structure. Et qui, en prévention, en fait, plutôt que d'arriver à des licenciements, un plan social ou une rupture conventionnelle, va pouvoir proposer transition collective aux salariés concernés, c'est-à-dire un projet de reconversion, hein, pour les personnes concernées. Et donc, cette entrée dans le dispositif et cette identification des métiers doit être inscrite dans un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels. L'accompagnement par un cabinet RH est possible, hein, pour établir cet accord d'entreprise. Vous allez revenir avec l'ARACT. Cet accord GEPP est déposé à la Directe, donc sur Internet. La Directe contrôle voilà, le fait que l'accord est bien valable. Et ensuite, l'entreprise ouvre un espace Transition Pro pour mettre en œuvre concrètement le projet. Donc, à ce niveau de l'accord GEPP, je te laisse la main, Véronique, peut-être, pour parler dialogue social et construction de l'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, l'objectif, c'est de vous apporter quelques points de repère sur les conditions de faisabilité et de réussite pour négocier un accord dans le cadre du dispositif transition professionnelle. Donc, l'accord, comme vous le voyez, ça c'est un rappel législatif, hein, donc suite aux ordonnances Macron, effectivement, quelques changements et innovations qui permettent aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux de pouvoir négocier un accord. Donc, le principe général, la négociation, et pour rappel, la négociation d'accord s'effectue bien entre un employeur et le ou les délégués syndicaux. Mais suite effectivement aux ordonnances Macron, vous le voyez, différents cas de figure que vous pouvez être amené à rencontrer dans le cadre de l'accompagnement d'entreprise si vous êtes mobilisé pour les accompagner, différents cas de figure par rapport à des tailles d'entreprise et des acteurs qui seraient à mobiliser pour justement négocier ces accords. Et vous le voyez, même en l'absence de délégué syndical, il est possible, et ça c'est une innovation majeure, de pouvoir négocier un accord. Donc on vous a remis les différents cas de figure pour les entreprises de moins de 11 salariés ou entreprises de plus de 20 salariés avec une carence de CSE, vous voyez qu'il y a la possibilité de pouvoir, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés et dans ce cadre-là, négocier l'accord GEPP. Et les salariés disposent d'un délai de réflexion de 15 jours à l'issue duquel l'accord est ratifié à la majorité, hein, c'est ce que vous voyez, des 2/3 du personnel et donc sera considéré l'accord comme un accord valide. Donc ça, c'est une première situation.
La deuxième situation par rapport à une taille d'entreprise de 11 à 49 salariés, vous voyez qu'il y a 2 cas de figure qui peuvent se présenter. Négociation avec des élus du CSE qui peuvent être mandatés ou non, et donc toujours avec la possibilité de signer un accord par des élus titulaires du CSE qui représentent au moins 50% des suffrages exprimés, SE, hein, signifiant suffrage exprimé. Et puis, il y a une autre possibilité en cas d'absence de représentants où la négociation est possible avec un salarié mandaté par une organisation syndicale. Et là aussi, il faut l'approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Et enfin, pour les entreprises de 50 salariés et plus, 3 cas de figure. Là aussi, négociation possible avec un membre CSE mandaté par une organisation. Et là, il faut aussi l'approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Négociation avec les élus du CSE non mandatés, avec là aussi signature de l'accord par les élus titulaires d'au moins 50% du suffrage exprimé. Et puis négociation avec salariés mandaté par une organisation. Et là, on retrouve l'approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Donc, vous retrouvez dans le dernier cas, en tout cas, une hiérarchie. Vous voyez des négociateurs possibles entre un élu qui est mandaté, un élu non mandaté en second, et puis en dernier, le salarié qui est mandaté en dernier. Donc, cette diapositive, en fait, c'est pour se dire, et parce qu'on voit aujourd'hui l'état de la situation où beaucoup d'entreprises n'ont pas soit mis en place leurs instances représentatives, où il y a un certain nombre de PV de carence, et depuis l'évolution de la législation, vous voyez que finalement, toutes les entreprises aujourd'hui peuvent être amenées à négocier un accord, et dans le cas de transition collective, il sera possible de pouvoir négocier un accord GEPP. Donc, ce qui vient lever peut-être un premier frein, et c'est pour ça qu'il était nécessaire de passer par ce rappel, un premier frein d'entreprises qui peuvent se dire non, transition collective, ce n'est pas pour moi parce que je ne suis pas en capacité de pouvoir négocier un accord. Eh bien, vous voyez, c'est possible. Donc, sur quoi porte la négociation d'un accord? Donc, si bien évidemment, dans les entreprises de plus de 300 salariés, un accord existe, et si cet accord contient, puisque c'est un des articles de l'accord qui est obligatoire, si cet accord contient déjà la liste des emplois fragilisés et menacés, il n'y aura pas besoin de renégocier un accord. Et dans le cas contraire, une nouvelle négociation doit avoir lieu. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, un des articles obligatoires dans le contenu de l'accord, c'est l'accord GEPP peut se résumer à la liste des emplois fragilisés. Et voilà, il n'est pas nécessaire de couvrir toutes les thématiques qu'on retrouve normalement dans les accords, bien que dans ces accords, il faut quand même faire mention du rappel du cadre législatif, à savoir le dispositif transition collective et pourquoi l'entreprise mobilise ce dispositif, quels sont les enjeux et les perspectives d'activité d'emploi dans l'entreprise. Rappelle aussi que la réflexion doit être menée au sein de l'entreprise avec bien sûr la direction et les salariés au sein des entreprises pour construire les parcours individualisés. Et puis surtout, vous le voyez, voilà, il est nécessaire dans cet accord de pouvoir identifier les métiers fragilisés à moyen terme, dont les salariés qui les exercent pourraient et pourront bénéficier du dispositif transition collective. Alors, en plus de cet article qui est obligatoire, bien sûr, on retrouve les autres objets d'un accord classique, je dirais, la durée de l'accord, le suivi de l'accord, l'adhésion effectivement de toutes les parties prenantes qui négocient l'accord, la révision de l'accord aussi est à préciser, les modifications éventuelles d'une évolution de la législation, et puis de préciser la publicité et le dépôt de cet accord, qu'a précisé Vincent, sur la plateforme qui sera à déposer. Donc ça, il est important, voilà, dans l'accompagnement des entreprises que vous êtes amenés à faire, de pouvoir travailler en tout cas avec eux,
à la fois sur une démarche effectivement GEPP, voilà, pour les aider à se projeter et mettre en perspective quel serait leur niveau d'activité et les emplois qui seraient à maintenir ou au contraire qui pourraient être menacés, en vue de pouvoir conclure effectivement et négocier un accord GEPP. Donc pour nous, voilà quelques points de repère, mais je pense que vous les avez la plupart, puisque voilà, vous avez l'habitude d'accompagner des entreprises. En tout cas, ce qui nous semblait important de redire pour que le dialogue social se fasse au mieux et au regard quand même des enjeux sur lesquels porte la négociation de l'accord, c'est bien identifier les acteurs qui seront autour de la table. Et quand je dis acteurs, les négociateurs, hein. Vous avez vu qu'il y a plusieurs cas de figure, et notamment en l'absence de délégués syndicaux. Deux, aussi d'évaluer et de mesurer les modalités de dialogue social, je dirais les pratiques de l'entreprise en matière de dialogue social. Est-ce que l'entreprise est habituée justement voilà, d'informer, de consulter, de concerter, de négocier, donc de voir un petit peu l'historique hein, de ces modalités d'échange et de pratique au sein de l'entreprise, et quelle est la qualité aussi relationnelle du dialogue social, parce que intervenir et vouloir négocier un accord dans un contexte où les relations sont déjà tendues, on sait que les conditions de réussite ne vont pas être réunies pour pouvoir voilà, suivre les différentes étapes. Donc, les étapes qui permettront effectivement d'accompagner au mieux les entreprises dans la négociation et la concertation, c'est bien de partager les enjeux, hein, pourquoi on se réunit et quelle est la problématique et sur quoi on souhaite partager les intérêts et les enjeux qui seront à questionner. Là, en l'occurrence, dans le cadre de la négociation de l'accord GEPP, c'est bien sur les perspectives d'activité et d'emploi. C'est de définir un cadre, et ça le plus en amont possible, hein, de ce qui est négociable ou non, de rappeler les règles de fonctionnement qui vont permettre de sécuriser l'ensemble des négociateurs, d'identifier et de définir assez rapidement le calendrier, le suivi, les outils aussi qui sont mis en place pour communiquer notamment à l'ensemble de salariés, le rythme des réunions, d'identifier les acteurs à mobiliser, parce que en dehors des négociateurs, voilà, l'entreprise peut tout à fait aussi s'appuyer sur d'autres acteurs du dialogue social aussi de l'entreprise, notamment les encadrants et les salariés qui peuvent, par des groupes de travail, venir appuyer les négociateurs et permettre justement des espaces de concertation. Et donc ça, c'est aussi une démarche à favoriser quand c'est possible, de partir de l'existant et des contraintes associés pour les lever assez rapidement, mais notamment sur le sujet des métiers qui peuvent être touchés par une baisse d'activité. De mettre en perspective avec différents scénarios, ça permet effectivement, si demain c'est une nouvelle organisation qui se dessine avec des métiers qui se maintiennent et d'autres qui sont fragilisés, c'est de repenser une organisation demain pour que l'entreprise fonctionne au mieux, et de pouvoir identifier assez rapidement ce qui pourrait fonctionner ou pas. Et puis, bien sûr, voilà, toutes ces étapes pour permettre de conclure le processus de négociation par la rédaction d'un accord. Et puis, vous le voyez en 7e point, c'est le suivi est aussi important, puisque cela permet de suivre la mise en place de l'accord et de pouvoir se tenir informé de son suivi. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est le plus important, c'est finalement le chemin, même si là, on parle de finalité pour entrer dans le dispositif, hein, transition collective. Bien sûr, la finalité, c'est bien de conclure un accord, mais vous le voyez que pour qu'un accord soit conclu et pour que toutes les conditions soient réunies, c'est bien voilà, les moyens qui sont mis en œuvre pour favoriser le dialogue social et la concertation entre les acteurs. Donc ça, c'est indispensable. Mais voilà, je sais que vous avez l'habitude d'accompagner voilà, les acteurs de l'entreprise sur ce sujet-là, mais c'est surtout aussi pour lever différents freins pour s'engager notamment dans le dispositif transition collective. Voilà quelques points de repère sur le sujet du dialogue social et de la négociation d'accords GEPP, et je peux répondre effectivement à vos questions si vous en avez. Ou passer N'hésitez la pas. main.
à Oui, il y avait des questions utiliser. dans le chat, mais je pense que vous y avez répondu, Véronique, hein. C'était en termes d'effectifs, Oui, comment s'appliquer l'accord et GEPP, oui, donc ça, vous avez répondu. oui. Et quelqu'un qui s'interrogeait sur qu'est-ce que la GEPP, parce que c'est vrai qu'on l'a pas mis en toutes lettres, mais bon, Ah on y a oui. répondu après, mais effectivement, c'est pas forcément évident. Voilà. S'il y a d'autres questions, vous pouvez nous les mettre dans le chat. Sinon, on va passer à la deuxième étape, donc sur l'information et l'accompagnement des salariés. Donc là, je vais laisser la parole à Emmanuel Soyer. Emmanuel, Ah. non, elle m'entend pas. Ah, Emmanuel, on ne t'entend pas, tu dois avoir désactivé ton. Euh, C'est Alors, bon. c'est bon, c'est bon. sauf que j'ai Ouais, ouais. un souci de présentation, je ne vois plus mon écran. Ah, mince. Alors, juste D'accord. 2 secondes. Je vais reprendre le support à part parce que Ouais. voilà. Ça y est, c'est bon. Ok, Donc, bonjour à tous. Donc, j'interviens effectivement pour vous présenter le rôle du conseil en évolution professionnelle dans le cadre du dispositif. Donc, une fois que je dirais la signature de l'accord GEPP a eu lieu, il y a une intervention auprès des salariés qui est effectuée par l'entreprise pour présenter l'accord, etc. Donc, toute l'information en amont est réalisée et nous organisons avec l'appui de l'ensemble des opérateurs CEP. Donc, le groupement Évolution, je vais revenir sur le slide suivant sur l'organisation, mais le groupement Évolution, l'APEC et puis Cap Emploi, on se coordonne avec Transition Pro pour organiser une information collective auprès des salariés concernés par la signature de l'accord, donc dont le métier est listé dans l'accord GEPP. Ensuite, je dirais que dans le cadre de cette information, on va présenter le dispositif, puisqu'on est bien sur un dispositif qui est basé sur la base du volontariat. Et on va présenter tout je dirais les mesures à disposition des salariés, les financements, etc., pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée je dirais, de souhait d'intégrer ou pas le dispositif de transition collective. Donc, ils s'inscrivent ensuite dans l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle. Là, passer au slide suivant. Alors, le CEP. Le CEP, c'est quoi? Donc, c'est un dispositif d'accompagnement à destination des salariés, mais également des demandeurs d'emploi pour le compte de Pôle emploi. Là, pour Transco, je dirais que ce sont les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants également pour le compte du groupement Évolution, les cadres pour l'APEC et également Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap ou qui rencontrent des situations de santé qui nécessitent un accompagnement et d'être pris en compte dans l'accompagnement et la définition de leur projet. Donc, on est bien dans un service qui est un service public, gratuit, confidentiel, hein, sur la base, dans le cadre de Transco, sur la base, je dirais, du volontariat, pardon, et Alors, je qui se m'excuse, c'est pas la découpe. bonne diapo, hein. Il n'y a pas de Je souci, c'est pas m'aperçois de grave. ça Je maintenant, m'adapte, alors je qu'on avait dû m'adapte la changer. d'avance. Il sera corrigé dans l'ordre de diaporama qu'on devra. D'accord, Voilà, ouais. pardon. Si tu veux revenir juste en arrière, par contre. Voilà. Alors, attends. Juste après. Bon, bah, ça, je l'ai un peu présenté, c'est-à-dire qu'on va être 3 opérateurs CEP à pouvoir intervenir. Si effectivement, dans l'effectif des métiers impactés par l'accord, il y a des cadres, ce sera l'APEC qui va les accompagner. Les personnes qui ont une problématique de santé qui impacte la situation professionnelle et, je dirais, la situation de santé doit être prise en compte dans l'élaboration du projet, ce sera plutôt Cap Emploi. Et puis, les salariés du secteur privé, ce sera plutôt le groupement Évolution, donc Catalyst pilote, hein, au niveau de la Bretagne. Et donc, on va s'organiser pour, je dirais, répartir les publics en fonction de cette typologie.
Je dirais que le conseil en évolution professionnelle, on a donc un premier temps effectivement de prise de rendez-vous, donc qui se fera généralement par téléphone ou sur une plateforme digitale où on a un rôle de présentation du conseil en évolution professionnelle, bon, assez rapide puisqu'ils auront déjà eu une information collective en amont. Et ensuite, on a un premier niveau de conseil personnalisé où on doit, je dirais, accompagner la personne dans l'état des lieux de la situation, avoir une meilleure vision de là où elle en est par rapport à son projet, de vérifier je dirais, le caractère volontaire de la démarche du salarié, puisqu'on est bien sur une situation qui est subie, mais dans lequel la personne souhaite déjà anticiper un projet d'évolution et de reconversion. Et ensuite de voir en fonction de déjà où elle en est dans ses démarches, quel est l'accompagnement qui va être le plus adapté pour elle pour valider son projet. Donc le rôle du conseil en évolution professionnelle, c'est de construire et de l'accompagner dans l'élaboration d'un projet, je dirais, réaliste, correspondant aussi aux besoins du territoire, puisque le rôle, je dirais, dans le cadre de Transco, on va aussi pouvoir donner de l'information et donner de la visibilité sur les secteurs porteurs, les métiers en tension, pour pouvoir construire des projets en corrélation avec les besoins du territoire. Donc, l'objectif du conseil, c'est vraiment de vérifier, de construire le projet, un projet réaliste, ensuite de définir quel est le parcours le plus adapté en matière de formation, d'identifier la formation adaptée et je dirais les blocs de compétences vraiment nécessaires au regard de son projet. Et puis, on aura un rôle à jouer dans le post-formation, mais on va y venir. Alors, je ne sais pas si tu veux prendre le relais sur ces slides-là, Vincent, ou si je continue. Oui, bah, comme tu veux. Effectivement, pendant en fait, l'important, c'est de dire que le salarié, il est toujours accompagné, en fait, hein. Tout C'est à ça fait. l'objectif, c'est de dire que effectivement, les CEP, ils travaillent sur le projet de reconversion, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément à l'origine choisi de changer de métier. Donc, il y a l'amont, il y a le pendant la formation, où nous, au niveau de Transition Pro, on assure le bon déroulement en faisant un suivi de la qualité de la formation, est-ce que ça se passe bien, et puis tout le suivi administratif et financier. Et puis là, par contre, et là je te relaisse la main, c'est que le CEP, il a aussi un rôle pendant la Voilà. durée de la formation, la réalisation, voir si tout se passe bien, si ça répond aux objectifs, et surtout sur l'après, effectivement. Tout à fait. On a un rôle effectivement en cas de risque d'abandon, si la personne a tendance à décrocher, si pendant la formation, elle se sent en difficulté, elle a des doutes, etc. Donc là, le conseiller reste en lien avec la personne pour essayer d'analyser ce qui pose problème et donc pouvoir résoudre tous les aléas pendant la formation. Et puis post-formation, là, c'est très important. On a de nouveau un rôle pour accompagner la personne dans sa recherche d'emploi. Alors, post-formation, mais ça peut s'enclencher déjà dans les derniers mois de la formation, où là, on va avoir un rôle dans la préparation de la transition professionnelle vers des entreprises qui sont en recherche de ressources sur le territoire. Et c'est ici aussi qu'on travaillera vraiment en étroite collaboration avec les plateformes territoriales, puisqu'on sera en lien avec ces plateformes pour détecter toutes les entreprises qui recrutent sur les territoires, pouvoir être mis en relation avec ces entreprises. Et même dans la validation du projet en amont, on peut aussi vraiment travailler avec les entreprises recruteuses du territoire pour faire des immersions en entreprise, par exemple, ou pouvoir visiter une entreprise dans l'objectif de valider un projet. Voilà, et puis effectivement, juste pour revenir en arrière, excuse-moi Vincent, au-delà du conseil en évolution professionnelle, effectivement, nous, on travaillera en lien, en étroite collaboration avec Pôle emploi et avec l'APEC pour la collecte des offres d'emploi et tous les événements de mise en relation avec des entreprises, à la fois dans la validation du projet et post-formation pour le repositionnement en emploi. Merci Emmanuel. Voilà, Alors on a une de question rien. dans le chat. Oui,
Pardon, vas-y Nathalie, je te laisse. Ah non, non, pardon, je croyais que tu les voyais pas, c'est pour ça. C'est finalement. Ok. En fait, il y a une question sur est-ce que vous faites le lien avec des cabinets RH ou Mm, avec des organismes de formation du territoire pour accompagner les salariés? Mais là, tout pour le à coup, fait. c'est vous qui faites le job, hein, je Oui, pense, hein. oui, Ouais. Alors, c'est-à-dire que je ne sais pas quelle est, vraiment la question précise qu'il y a derrière. Alors, sur la partie des cabinets RH qui accompagnent des entreprises, il y a une articulation possible entre eux. Si effectivement il y a des dispositifs spécifiques, je pense notamment au dispositif PSA où il y a des cabinets RH qui accompagnent les salariés de PSA. Dans le dispositif, il y aura une articulation entre ces cabinets et puis le CEP, puisque dans le cadre de Transco, les personnes passent forcément par le CEP. Mmh. Donc, à minima, on rencontrera la personne une fois pour valider le projet qui aura été travaillé en amont par un cabinet RH, s'il y a un partenariat qui est mis en place avec l'entreprise en question. Et sinon, avec les organismes de formation, bien sûr, dans l'élaboration du projet, on intervient. Le rôle du CEP, c'est vraiment de faire l'interface avec tout l'écosystème emploi-formation et de faciliter et de fluidifier le parcours des personnes. Donc, bien sûr, on se met en lien et je dirais, on travaille en étroite collaboration avec tous les organismes de formation bretons. Je ne sais pas si ça répond à... Merci. Alors, il y a une autre question qui. Ah ben voilà, merci beaucoup de la part de la personne. Il y avait une autre question sur comment est pris en charge le salaire, etc. de la personne, mais ça tombe bien puisque ça fait le Oui, lien avec la suite. la dernière partie de l'intervention sur la mise en œuvre des projets. Je te laisse la main, Nathalie. Oui, donc sur la mise en œuvre des projets, donc c'est là où Transition Pro va intervenir, c'est-à-dire le salarié va nous déposer son projet. Donc on a un espace web spécifique pour les salariés qui va être créé. Ensuite, donc le dossier va être instruit par nous. Donc on a un certain nombre de pièces qu'on demande. Bon, c'est assez classique, hein, c'est la même chose sur le projet de transition professionnelle. Donc les pièces, on vérifie que tout est bien éligible et recevable pour qu'ensuite le dossier puisse être présenté en commission. Donc il y a une commission qui se réunit tous les mois et donc qui va examiner la pertinence du dossier. Donc c'est des critères également qui existent déjà, qu'on a pour le projet de transition professionnelle, donc qui se base sur tout ce qui est cohérence, pertinence et perspective d'emploi. C'est-à-dire il faut que le projet de la personne soit cohérent dans le sens où bon, on sait qu'elle vient d'un métier fragilisé, mais il faut qu'elle aille vraiment vers un métier porteur, un métier qui recrute sur le territoire. Donc, on a une liste qui est fixée en lien avec le CREFOP qui est sur le site de l'adresse, qui est téléchargeable sur le site et qui sera mis à jour régulièrement puisque cette liste, elle est assez évolutive. Si le métier n'est pas dans la liste, il faut qu'on vérifie, nous aussi, il y a bien un emploi à la clé, si c'est bien un emploi potentiel sur le territoire. Il faut également que la personne puisse rentrer sur une formation qui soit éligible, donc c'est-à-dire qui soit inscrite au répertoire national des compétences. Ah, non, pardon, tu as mis la diapo d'après. Pardon. Voilà. Donc il y a quand même aussi un examen par rapport au type de formation professionnelle qui va être faite. Dans les critères, donc on a également, je l'ai dit, les perspectives d'emploi. Voilà, est-ce qu'on est bien sur des métiers qui recrutent. Voilà, donc il y a ces différents critères qui sont pris en compte et ensuite donc la décision est notifiée dès le lendemain au salarié. Donc en cas d'accord, il peut démarrer sa formation et nous on finance son salaire et sa formation. Bon, il y a des plafonds qui peuvent s'appliquer sur des financements, donc qui sont des financements France Relance, du plan de relance. En cas de refus, là, il y a un échange qui se fait avec le conseiller en évolution professionnelle pour essayer de réajuster le dossier, étudier la possibilité d'un recours. Voilà, c'est pas forcément une fin de non-recevoir. Il y a toujours des solutions, mais voilà, il faut quand même faire un retour aux salariés et aux conseillers s'il y a un refus. Et une fois que la formation est terminée, eh bien, on reprend contact avec le salarié pour la mise en œuvre de son projet de recherche d'emploi. Et donc également donc, le lien avec le conseiller en évolution professionnelle, comme on l'a dit avant. Avant qu'on rentre dans les détails, je me permets juste, parce qu'on met en cas de refus, le but c'est vraiment qu'il y ait presque 0 refus, parce que le projet il a été travaillé avec le conseiller en évolution professionnelle.
Et on a les moyens sur ce dispositif-là, puisque l'État a mis les moyens. Donc, a priori, la notion de refus, elle sera vraiment sur des projets où il y a vraiment eu un souci dans la construction, voilà. Mais a priori, le but, c'est que si une personne, elle rentre dans transition collective, elle puisse aller au bout de son projet sans se poser la question de: «Est-ce que la commission transition pro va dire non ou oui là-dessus?» A priori, il y aura pas trop de soucis. Ce sera vraiment, quelques cas, je pense. Mmh. Après, on a vraiment le filtre en amont du conseil en évolution Mmh. professionnelle Mmh. et vous l'avez vu, c'est vraiment très, très complet. Donc, c'est vrai qu'il y aura sûrement des allers-retours entre nous et les conseillers en évolution professionnelle avant que le dossier soit déposé. Et voilà, je pense qu'il y a pas de souci, Maggie, on Tout à aura fait. vraiment Mmh. des dossiers cohérents, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres projets où quand il y a pas de conseil en évolution professionnelle, hein, ça peut être un peu plus Mmh. compliqué. Voilà, parce que c'est un peu compliqué aussi pour les personnes parfois de s'y retrouver, hein, dans les différentes formations. Et il y a une question sur le niveau de formation, là je vois dans le chat. Est-ce que les plus petits niveaux de formation initiale des salariés sont favorisés? Alors en fait, c'est vrai qu'on a ce critère-là dans le projet de transition professionnelle où on est un peu moins, enfin tu me dis si je me trompe Vincent, on sera peut-être un peu moins regardant là-dessus pour Transco. On n'en est Non, il y a pas, pas de tout à fait, priorité du clairement. copier-coller, Ouais. du BTP quoi, c'est vraiment spécifique. Il y a pas de critère de priorité, hein. Un Mmh. un ouvrier ou sans diplôme est aussi prioritaire qu'un cadre, diplômé, là-dessus, il y a pas de critère de priorité sur ce dispositif des transitions collectives, contrairement à nos Mmh. autres dispositifs, effectivement, comme disait Nathalie. Mmh. Oui, parce que là, on est vraiment sur un dispositif pour, aider les entreprises, hein, à la base et puis, également les salariés à se reconvertir sans passer par la case chômage. Donc c'est un peu différent de la démarche du projet de transition professionnelle où la démarche vient du salarié qui n'est pas forcément sur un emploi fragilisé. Mmh. Donc du coup, voilà, ce qui permet d'avoir ce qui explique, hein, qu'il y ait des critères qui soient, pas forcément les mêmes. Et donc les salariés éligibles, donc il faut quand même de l'ancienneté, hein, c'est comme on a sur le projet de transition professionnelle. Donc il faut quand même, au moins 2 ans d'ancienneté, dans le secteur privé, dont 1 an dans l'entreprise actuelle quand on est en CDI. Et si on est en CDD, il faut également 2 ans, d'activité, mais c'est calculé sur les 5 dernières années, dont au moins 4 mois en CDD sur l'année en cours, enfin sur les 12 derniers mois. Il faut être sous contrat également au moment du dépôt du dossier. Pour les intérimaires, le dispositif s'applique également. Là, il faut au moins 1 600 heures travaillées dans la branche, dont 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire dans les 18 derniers mois. Donc là, c'est l'entreprise intérim, hein, qui fait les démarches, c'est pas l'entreprise d'accueil. Voilà, donc pour les critères de durée. Les projets éligibles, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, hein, il faut vraiment faire une formation qui va permettre de changer de métier. C'est pas, juste évoluer sur son poste parce qu'il y a d'autres dispositifs pour ça. C'est vraiment changer de métier, donc concrètement changer de code ROM, quand on va aller se former. Et il faut avoir une formation également inscrite, comme j'ai dit tout à l'heure, au RNCP, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux critères, d'éligibilité principaux. Et sur les financements, donc là, on a une aide, de l'entreprise qui va être, dégressive en fait selon sa taille. Donc la prise en charge est totale, pour une entreprise qui a moins de 300 salariés. Après, on aura quand même des plafonds sur les salaires, alors je crois que pour le Ça, PTT, c'est on a 2 pas fois le ouais, SMIC mais c'est et c'est mais pas pour sûr encore, hein, sur le transition ouais collective. et pour Transco, on n'a pas encore le Non. chiffre, hein, mais Mmh. bon, ce sera au moins ça en tout cas. Alors, a priori, Hem, pardonnez-moi, sur ça, je peux compléter un petit Ah! peu. très bien. C'est alors c'est toujours en négociation, mais ça sera entre 2 et 2 fois et demi. Donc il y aura bien un plafond D'accord. quand même. OK. Ouais, donc ça sera quand même un petit peu plus que pour le projet de transition professionnelle, qui est à 2, je crois. Beh, ça, du coup, peut-être qu'on vous le confirmera dès qu'on aura l'information, mais en tout cas, voilà, il y a quand même un plafond. L'aide ensuite est de 75 quand on est une entreprise qui a entre 300 et 1 000 salariés. Et donc qui tombe à 40 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés. Donc là, ça prend bien en charge à la fois les coûts de formation, mais aussi le salaire de la personne, et les charges. Voilà, pendant toute la durée de la formation. Voilà. Et donc, les étapes pour le salarié, ben, pour, un petit peu résumer tout ça, donc il travaille son projet de reconversion avec l'aide du CEP. Donc ça se déclenche, dès qu'on l'accord GEPP a été enregistré par la directe, qu'on a pu voir avec l'entreprise. Là, on déclenche les informations collectives et c'est là où tout démarre avec le CEP.
Ensuite, donc, le salarié identifie une formation et un organisme de formation, donc toujours à l'aide du CEP. Il peut demander l'autorisation d'absence à son employeur durant toute cette phase, et puis ensuite donc créer son espace internet sur notre site Transition Pro Bretagne. Et ensuite donc là il y a un dossier à remplir, des pièces à télécharger, et là-dessus voilà on peut l'accompagner vraiment à chaque étape, hein, que ce soit les organismes CEP sur le projet ou nous Transition Pro sur le dossier et les différentes démarches. On a déjà vu, hein, je pense. Oui, on a déjà vu donc C'est les assez- critères par la commission paritaire, et après on vous a mis un petit question-réponse qu'on a eu récemment de l'État, donc parce qu'on avait beaucoup de questions sur les articulations en fait entre avec le PSE, avec le RCC. Donc en fait, Transco, on se situe un peu soit en amont, soit en parallèle de tout ça. Donc c'est-à-dire dès qu'une entreprise a initié une procédure d'information ou de consultation PSE, donc plan de sauvegarde de l'emploi, elle ne peut pas nous solliciter pour faire bénéficier ses salariés de Transco, seulement si les emplois occupés font partie du périmètre de la réorganisation concernée par le PSE. C'est-à-dire s'il y a d'autres emplois qui ne sont pas concernés, mais que par la suite, il y aurait besoin d'un Transco, ça peut se faire en fait. Voilà, ça peut se faire en parallèle. Et également, quelqu'un qui est sur Transco, par exemple, si l'entreprise bascule en PSE et que la personne est encore en formation, eh bien, la personne peut continuer la formation. C'est juste qu'elle change de statut. C'est plus Transition Pro qui paye son salaire, ce sera via une autre procédure de CSP. Oui, du coup, je peux passer à la Ouais, diapo non, suivante mais en c'est fait. très bien. Non, Ouais, mais c'est vrai que c'est dans la philosophie de transition collective, ça peut s'articuler avec les autres dispositifs, mais dans la philosophie, c'était pour éviter d'aller sur un PSE ou une rupture conventionnelle collective et de proposer une reconversion aux salariés qui seraient intéressés sans passer par là. Donc voilà, il y a certaines entreprises qui hésitent à aller sur Transco, mais le coup est parti sur un PSE ou sur une rupture conventionnelle collective. On en voit quelques-unes. Donc l'important sur transition collective, c'est que l'info se diffuse, que ce dispositif existe et qui peut être une solution alternative ou en prévention ou en amont ou sur d'autres métiers que ceux concernés par un PSE. Voilà. Le but, c'est que c'est une nouvelle corde à votre arc, entre guillemets, en tant que cabinet RH qui accompagnait des entreprises. Et ça s'articule avec les autres, avec ces dispositifs qui sont déjà bien implantés et mieux connus, que sont le PSE et la RCC. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Gillard, mais je pense qu'on est Non, là-dessus non, sur ça la c'est philosophie. complet. Ouais. C'est complet. Enfin, en gros, en Transco, ça ne va pas être vu comme quelque chose de bloquant, hein. C'est vraiment souple, ça s'articule avec les autres dispositifs. Donc voilà, mais c'est encore pas très très connu, donc voilà, on compte sur vous pour accompagner les entreprises là-dessus, mais voilà, on essaie de diffuser au maximum l'information. Et voilà, et donc sur notre plan d'action, c'est de faire connaître le dispositif, évidemment, hein, comme on le fait aujourd'hui et qu'on fait avec d'autres partenaires. On essaie de capter toutes les organismes d'accompagnement qui interviennent à chaque étape auprès des entreprises, et notamment celles qui peuvent connaître des difficultés ou des mutations, pour nous permettre de repérer les entreprises qui vont pouvoir entrer dans Transco. Et ensuite, donc, on aura une autre étape qui sera d'aider les entreprises à déposer leurs dossiers, etc. Ensuite, donc, organiser des informations pour les salariés, hein, comme on l'a vu tout à l'heure en lien avec les CEP. Ensuite, assurer le financement des projets. Et puis enfin, suivre les projets après la formation, hein, pour s'assurer que, voilà, que le salarié ait retrouvé un emploi, sachant qu'il a toujours la possibilité de retourner dans son entreprise à l'issue de la formation s'il n'a pas retrouvé tout de suite un emploi. Voilà pour ce plan d'action. Et là, donc, vous avez retrouvé tous nos contacts des intervenants d'aujourd'hui et de ceux qui n'ont pas pu être là aussi, mais sur les CEP, en fait, on intervient à tour de rôle. Donc, vous avez l'ARACT, APEC, Cap Emploi, Groupement Évolution, donc nous, Transition Pro Bretagne et la DRETS. On avait prévu une heure sur ce petit webinaire. Excuse-moi, Nathalie, je t'ai encore coupé la Non, il n'y a parole. pas de Je ne savais souci. pas. Il nous reste 10 minutes pour des temps de questions, etc. Si vous êtes
plus à l'aise et que vous voulez parler, je peux activer des micros parce que finalement, on n'est pas tant que ça. Donc, n'hésitez pas à le signaler si vous voulez qu'on fasse comme ça. Le dispositif est-il mobilisable dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective? C'est ce qu'on disait en fait. Hein. Si la rupture, alors on peut remettre la diapo peut-être. Hein. Alors je vais essayer de retrouver la diapo. Hop. En gros, si la RCC, si la rupture conventionnelle collective, elle est commencée, lorsqu'une entreprise met en place une RCC, un salarié peut se porter volontaire à un parcours de transition collective dès lors qu'il ne s'engage pas parallèlement dans le départ volontaire au titre. En fait, ça ne peut pas se cumuler tout simplement. C'est des dispositifs qui peuvent coexister dans une même entreprise, mais qui ne vont pas concerner les mêmes personnes. Hein. Et puis, si jamais Transco a été mis en place et puis que les salariés concernés, finalement, après Transco, il y a une rupture conventionnelle collective qui se met en place, bon là, la personne, elle peut choisir de partir en rupture. Mais nous, on va arrêter le financement, par contre. Hein. Donc, il va falloir qu'elle assure son financement avec Pôle emploi, etc. Donc, c'est des dispositifs qui ne vont pas se cumuler entre eux, hein, mais qui peuvent s'articuler, effectivement, dans une même entreprise ou l'un après l'autre. Il y a une question, Vincent, sur les compétences, les formations hors RNCP. Donc, effectivement, hein, on est obligé de cibler des formations qui sont dans le RNCP. Hein, l'objectif, c'est d'être qualifiant vraiment et dans un objectif de sécurisation de parcours. Donc, on ne sera pas sur de la formation courte d'adaptation, quoi, où il faut vraiment que ce soit lié au référentiel. Exactement, une certification. Ça peut être sur un bloc, hein, oui, de ça peut être sur un bloc, éventuellement. tout à fait. Mais à l'intérieur d'une certification. Quoi. Quel est le rôle de l'OPCO-EP sur certains territoires? Monsieur Gillard, peut-être, vous avez? Oui, alors l'OPCO-EP, effectivement, c'est un OPCO, mais c'est également un porteur de projet dans le dispositif transition collective. Donc, il est présent sur trois territoires. Voilà, donc, il est là pour piloter un petit peu le dispositif sur les trois territoires qui sont donc Lannion, Morlaix et Saint-Malo. Donc, oui, je crois qu'ils ont lancé des enquêtes auprès de leurs adhérents pour savoir s'il y avait des entreprises en difficulté qui pourraient éventuellement être intéressées derrière par des informations collectives. Ils repèrent aussi des entreprises porteurs qui recrutent, parce qu'il faut aussi des entreprises qui recrutent en face des entreprises qui décrutent. Je crois qu'ils font tout ça. Hein. C'est un travail de GPEC, en fait. Hein. Voilà, ils sont vraiment dans l'animation du dispositif sur le territoire. Et effectivement, ils ont commencé à lancer des enquêtes pour savoir, comme vous le disiez, les entreprises qui sont en difficulté et les entreprises qui sont recruteuses. Après, il y a une question aussi sur le rôle des autres OPCO. Donc, peut-être que je vous laisse répondre, Paris. Oui, alors les autres OPCO sont on va dire une porte d'entrée dans le dispositif, c'est-à-dire pour vous renseigner. Alors, ils ne sont pas actifs en termes d'animation, mais c'est un acteur dans le dispositif qui peut permettre de faire le lien entre les entreprises soit en difficulté, soit qui recrutent, et les associer au dispositif transition collective. Voilà, il n'y a pas de… voilà, c'est plus un acteur parmi les autres acteurs de transition collective, mais qui n'ont pas vocation à être actifs en tant que tels sur le dispositif par rapport aux entreprises. Alors, sur le financement quand même d'un accompagnement RH, ils peuvent intervenir quand même. S'ils repèrent une entreprise pour laquelle il y a besoin d'un accompagnement RH, justement par un de vous, de cabinet, voilà, ils peuvent activer des financements, ils ont des financements, etc. Ouais. C'est dans ce sens-là qu'ils sont porte d'entrée, en fait, hein, c'est ce que vous disiez. Ouais. Sur le dispositif PCRH notamment, ils peuvent financer ce dispositif. Et après, effectivement, ça peut rentrer dans le cadre transition collective si on constate que des emplois sont menacés à court terme dans l'entreprise. Si je puis me permettre, juste en complément, parce qu'on a eu des échanges aussi avec les OPCO, effectivement, ils ont un rôle dans la promotion du dispositif
auprès des entreprises. C'est leur principal rôle. Et nous, en tant qu'opérateur CEP, on pourra aussi avoir des liens avec des OPCO pour valider certains projets de leur branche. Et puis pour aussi pouvoir, par exemple avec l'OPCO EP, on aura la possibilité d'être mis en relation avec des entreprises pour pouvoir faire des immersions sur des métiers de leur branche, par exemple. Ou pour faciliter des mises en relation avec des entreprises en fonction des besoins qu'ils peuvent détecter sur les entreprises recruteuses, quoi. L'avantage en Bretagne, c'est qu'on travaille bien en partenariat et tout le monde C'est bosse bien clair. ensemble. Mmh. Donc, on a l'habitude de ça, et ce qui fait Mmh. qu'il y a une bonne fluidité. Ouais. Mmh. Alors, Après, il y a une vas-y. question sur le nombre de, pardon, sur le nombre de salariés. En fait, est-ce qu'il y a une taille limite, on va dire, un nombre critique de salariés à avoir pour aller sur Transco? Alors, non, alors on repère effectivement s'il n'y a qu'un seul emploi concerné, un emploi menacé dans l'entreprise, ça peut être du Transco, hein. Mmh. En fait, c'est vrai que quand on voit les 3 étapes, un accord GEPP, et cetera, on peut se dire qu'a priori, c'est plutôt pour des entreprises assez importantes. Et au final, les premières entreprises qui y entrent, ce sont des toutes petites structures, hein. On a des dossiers, alors pas en Bretagne pour l'instant, mais sur d'autres régions, qui viennent de petits restaurants, bars, et qui concernent 1 ou 2 salariés. Donc ça peut aussi se mettre en place dans des toutes petites structures, et la négociation peut se faire dans des toutes petites structures, hein, Véronique. Mmh. L'accord peut se mettre en place dans une toute petite entreprise, et notamment La avec des question, modèles d'accord simplifiés, etc. oui, c'est ça. La Oui, il question, faut quand c'était même de un savoir, accord. il faut quand même qu'il y ait un accord, quoi. Elle demandait Il faut si quand même un accord. Il faut et quand même mais un accord, oui, pardon. voilà, il faut quand même un accord, mais il est simplifié. Enfin, s'il y a des accords, types, qui peuvent être mobilisables assez facilement, quoi. Véronique, tu voulais peut-être… Non, j'étais en train de lire la question suivante. Quelles étaient les attentes vis-à-vis des cabinets conseils intervenants? Alors, d'une part, vous avez un rôle d'information, voilà, et de promotion aussi du dispositif, puisque vous êtes en contact avec des entreprises que vous accompagnez. Dans le cadre de vos accompagnements, effectivement, c'est de pouvoir détecter à la fois soit les entreprises qui pourraient être en difficulté ou les entreprises qui auraient des besoins en recrutement, et ensuite, c'est comment les accompagner effectivement pour qu'elles puissent, de manière le plus simplifiée possible et facilement, intégrer ce dispositif et les accompagner, comme on l'a vu, au travers des différentes étapes. Donc, dès que vous repérez en tout cas une entreprise, le premier réflexe à avoir, c'est effectivement contacter soit l'OPCO dont dépend l'entreprise que vous accompagnez, soit l'OPCO dont vous êtes référencé pour en faire part, et que l'accompagnement puisse être déclenché par l'OPCO ensuite, qui permettra d'accompagner et surtout vous faire financer aussi l'accompagnement. Donc voilà, donc c'est un rôle d'information, de promotion, de repérage, voilà, des entreprises en difficulté ou en besoin, et aussi en tant qu'acteur accompagnement pour faciliter au mieux les différentes étapes de ce dispositif et de faire le lien vers les acteurs et l'écosystème des acteurs qui vous ont été présentés. Alors, on ne voit plus de questions dans le fil de discussion. De toute façon, on reste… Il y Ah, a... pardon. Attends, ah non, pardon. Ah non, j'ai cru voir un nouveau message. Non, c'est bon. Non, c'était un merci. Ouais, ça va. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, comme je disais, on avait prévu 1 heure, on est pile sur 1 heure, donc c'est parfait. Puis si vous avez d'autres questions, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous, et puis voilà, on se tient à votre disposition. Si vous organisez des événements, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous le signaler, hein. On peut venir intervenir même sur des tout petits temps, hein, pour présenter ce dispositif-là, même dans le cadre de rendez-vous entreprises. On l'a fait 1 ou 2 fois avec des OPCO, hein, aller en rendez-vous entreprise avec eux pour expliquer un peu le contenu du dispositif. Donc n'hésitez pas à nous solliciter ou à nous recontacter. Alors, il y avait une dernière question quand même. Quels sont les critères qui permettent de dire que l'emploi visé est pénurique? Là, c'est à l'entreprise de le voir, justement, suite à son accompagnement RH. C'est quel est l'emploi qui va être menacé, que ce soit lié au Covid, à une difficulté économique, que ce soit lié à une évolution réglementaire, une évolution technologique, une réorganisation stratégique de l'entreprise qui supprime telle ou telle fonction, tel ou tel service. C'est vraiment à l'entreprise là de déterminer les emplois menacés, hein.
et de le négocier avec ses représentants du personnel aussi. Donc ça va être vraiment propre à chaque entreprise, hein, le fait de dire qu'un emploi est menacé dans l'entreprise. Et l'emploi qui est menacé dans l'entreprise peut très bien être par ailleurs porteur, hein, ça c'est possible, hein, effectivement. Mais c'est bien à l'entreprise de le déterminer. Merci à tous pour ce petit temps d'échange. Et puis, encore une fois, hein, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci, au Voilà. revoir.